Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélie Cazobon, formatrice et conceptrice chez Orient Santé. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode dédié à l'avenant 11 et à son impact sur l'activité d'IPA. Avenant que va nous présenter Emmanuel Lecor, que vous connaissez déjà. Bonjour Emma, je te laisse te présenter à nos collègues. Merci Aurélie, bonjour. Je suis ravie de te retrouver aussi pour ce webinaire. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire concernant les changements sur les cotations des IPA concernant l'avenant 11. J'espère que je pourrai répondre à toutes vos questions et que je pourrai vous donner toutes les informations lors de ce webinaire. Alors, il y a quelques mois, nous avons vu arriver un avenant, l'avenant 11, qui était très attendu pour la profession. Il a mis en application de nombreuses modifications concernant les compétences infirmières. On y voit à la fois des revalorisations progressives, la mise en œuvre de la consultation infirmière avec une autonomie renforcée, une reconnaissance dans la Convention nationale du projet équilibre aussi. Et les IPA voient une amélioration dans le forfait de prise en charge avec une valorisation des compétences et notamment l'accès direct qui était tant attendu. Alors, on va reprendre un petit peu rapidement l'arrivée de la pratique avancée la pratique avancée infirmière en France. Donc, les textes fondateurs sont en lien avec la loi de modernisation du système de santé de 2016 et la loi Ma Santé 2022 qui va appuyer la pratique avancée en France en commençant par les professionnels infirmiers. Les décrets et arrêtés du 18 juillet 2018 posent les jalons de l'exercice IPA avec une modification du Code de la santé publique dans les articles R4301-1 à R4301-8 à 1. Elle pose à ce moment-là les principes d'exercice concernant les IPA qui ont des compétences élargies par rapport aux infirmiers et l'intervention aussi sur adressage du médecin qui est important dans ces premiers textes. Avec la loi RIST, on a le décret du 20 janvier 2025 qui est très attendu par la profession, mais aussi par les patients qui sont parfois en très grande difficulté par manque de médecins dans leur parcours cela arrive de plus en plus fréquemment. Donc ce texte amène l'accès direct pour les IPA dans les structures d'exercice coordonnées uniquement. Chose qui va après disparaître. Effectivement, l'accès direct va être généralisé. Rapidement, du coup, après ce texte concernant l'accès direct, on a l'arrêté pour la primo-prescription du 25 avril 2025 qui va nous donner une liste des traitements prescriptibles par l'IPA selon s'il y a un diagnostic qui a été posé au préalable par un médecin ou non. On a aussi différents dispositifs médicaux qui sont élargis et la possibilité de prescrire plus d'examens médicaux. Toutes ces avancées et montées en compétences des IPA montrent l'importance, la nécessité de la pratique avancée en France. Du point de vue de la facturation, on a trois dates qui retiennent notre attention. Tout d'abord, le décret du 12 août 2019 avec la mise en place de l'avenant 7 qui introduit la prise en charge par l'assurance maladie du modèle économique IPA libéral avec la notion de forfait d'initiation et forfait de suivi. Il y a une modification par l'avenant 9 en 2022, en juillet 2022, qui à ce moment-là permet de valoriser les forfaits et d'inscrire la notion de bilan IPA et des soins ponctuels pour des personnes qui ne sont pas en suivi. Enfin, du coup, depuis le 31 mars 2026, vous avez vu l'avenant 11 qui va du coup nous amener quelques spécificités supplémentaires. L'entrée en vigueur devrait se faire à l'issue du délai défini par l'article L162-14 du Code de la sécurité sociale, qui est en général de 6 mois, mais il faut attendre la confirmation. On devrait avoir la mise en place de ces actes à l'automne 2026. Merci Emma.
Peux-tu nous expliquer plus en détail comment l'avenant 11 vient modifier le suivi IPA? Oui, alors en effet, il faut identifier, après l'avenant 11, trois prises en charge distinctes pour la prise en charge IPA. On a le suivi IPA qui est toujours possible, le bilan ponctuel qui est un petit peu modifié et l'accès direct qui était très attendu. Donc dans le suivi IPA, pour rappel, le PAI, c'est le code ACT et il équivaut à 10 euros. On a toujours ce forfait d'initiation du suivi, mais il a été valorisé à hauteur d'un PAI 7. Il pourrait être compté comme il était le PAI 6, comme il l'est en tout cas actuellement, une seule fois par prise en charge du patient, la toute première prise en charge, parce qu'il va permettre de vérifier l'éligibilité du patient au suivi PA, de faire un bilan global, faire de la surveillance, mettre en place des conclusions cliniques. On peut aussi proposer des actions d'éducation, de prévention, de dépistage au cours de ce forfait. L'activité donc de concertation et de coordination est comprise dans ce forfait, ainsi que toutes les activités transversales décrites dans le Code de la santé publique. Le forfait suivi à un PAI 5 ne change pas. Il sera coté du coup pour les autres forfaits qui vont être faits au cours du semestre, un maximum de un pour le premier semestre, pardon, et de 2 par semestre suivant, on va le voir par la suite. Les forfaits de suivi rapproché ont été créés et du coup sont mis dans le suivi IPA et ils vont être mis en place lorsque la prise en charge nécessite plus de 3 consultations au cours d'un même trimestre et ils ne pourront être cotés que 2 fois par semestre. On va le voir un petit peu plus particulièrement par la suite. Il y a aussi la création du code traceur PAI 0,01 lorsque aucun forfait ne pourra être facturé au moment de la consultation. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir la notion que la toute première prise en charge, la toute première consultation, donc en forfait d'initiation du suivi, doit être faite en présentiel. Et ensuite, au moins une consultation doit être faite en présentiel dans l'année civile de prise en charge du patient. Donc actuellement, depuis l'avenant 9, nous avons la possibilité de facturer le forfait d'initiation à la première prise en charge de la consultation pour le forfait de suivi. Dans le premier semestre, quelle que soit cette consultation, on va pouvoir coter un PAI 5 à la suite lors de la consultation suivante. Et ensuite, bah, les autres consultations ne seront pas facturées. Donc on a un PAI 6 et un PAI 5 que vous allez pouvoir positionner comme vous le souhaitez au cours du premier semestre. Pour les semestres suivants, l'IPA se verra coter un PAI 5, quel que soit le nombre de consultations et de visites. En tout, par semestre, on aura 2 PAI 5. Tout cela va être un petit peu complexifié, nécessite une observation de la facturation au semestre et non plus au trimestre. Et c'est pour ça que je parle bien de semestre dans les cotations actuelles aussi. Avec l'avenant 11, du coup, la première consultation, donc c'est toujours la consultation nommée initiation du suivi, sera facturée, vous l'avez vu, PAI 7. La deuxième consultation dans le semestre pourra être comptabilisée un PAI 5, quelle que soit la date à laquelle vous faites cette consultation par rapport à la première. Si le suivi nécessite plus de consultations que 2 par semestre par la complexité de la prise en charge, on ne va pas pouvoir facturer la troisième consultation. Elle va donc pouvoir avoir un code traceur PAI 0,01 qui sera important de facturer pour pouvoir facturer les quatrième et cinquième consultations. Comme vous le voyez, on a la possibilité de facturer les suivantes, du coup, avec le forfait de suivi rapproché avec un PAI 2.1 par la suite, donc au cours du premier semestre, c'est si effectivement la prise en charge est nécessaire. S'il y en a d'autres par la suite, au-delà de la sixième, sera de nouveau le code traceur PAI 0,01. Pour les semestres suivants, du coup, vous l'avez compris, on a de nouveau les 2 forfaits
de suivi, PAI 5 et PAI 5, qui vont être mises pour les deux consultations, les deux premières consultations du semestre. Ensuite, on va coter notre code traceur PAI 0,01 à la troisième consultation. La quatrième consultation sera PAI 2.1, la cinquième 2.1, et ensuite les codes traceurs s'il y a des consultations suivantes. Donc, vous voyez, voilà, un sacré suivi. Alors, on garde pour les forfaits de suivi IPA la notion d'avoir une orientation par un médecin, médecin du parcours du patient. Donc, cette notion aussi de réalisation en présentiel, la toute première, le PAI 7, et au moins un forfait par an sera comptabilisé en présentiel, sera réalisé, pardon, en présentiel. Donc, on a bien noté que s'il y a plus de trois consultations, on a les deux forfaits en premier lieu, ensuite une consultation, une troisième consultation qui ne sera pas cotée, où il n'y aura pas de facturation, mais qui est important de tracer pour pouvoir compter la quatrième et la cinquième consultation en suivi rapproché, soit PAI 2.1. Euh, et voilà. Et pour toutes les autres consultations qui n'auront pas de nom forfait, forfait d'initiation, forfait de suivi, forfait rapproché, ce sera ce code traceur qui sera comptabilisé. Merci Emma pour toutes ces explications. Nous allons maintenant aborder un autre point, c'est-à-dire le bilan ponctuel et les séances de soins. Alors oui, effectivement, on a toujours le bilan ponctuel. Donc là, on est dans le cadre d'un patient qui est à nouveau orienté par un médecin, mais sans la demande de suivi. On a la possibilité de compter ce bilan, donc PAI 3, avec un bilan maximum par an, par patient, par an, par IPA et par domaine d'intervention. Il n'y a évidemment pas la possibilité de compter quoi que ce soit d'autre le jour du bilan, donc pas de consultation le jour même. Si il y a des actes techniques à faire, ce sera sous le couvert du bilan ponctuel. À l'issue de ce bilan ponctuel, un compte-rendu de la consultation sera fait et intégré dans le DMP du patient si ce DMP est ouvert. La majoration MIP est toujours possible, on verra les majorations un petit peu plus tard. Les séances de soins ponctuelles que l'on connaissait vont changer de nom du coup et vont avoir le nom de consultation IPA. Donc on va avoir la cotation PAI 2.1 comme le forfait de suivi rapproché. On va pouvoir en compter 4 maximum par année civile. Par contre, petite notion importante dans ce cadre-là de soins ponctuels, on est bien à un mois minimum entre chacune de ces séances. L'orientation, elle est toujours nécessaire par un médecin. Il n'y a toujours pas de demande de suivi dans ce cas-là. La consultation, puisque ce sont des actes a priori techniques qui vont être réalisés, sera faite en présentiel. Effectivement, on est sur des actes techniques. On va pouvoir faire la réalisation peut-être d'un ECG, d'un holter tensionnel, d'une spirométrie ou tout autre acte de la compétence infirmière qu'on va pouvoir faire dans notre cabinet ou à domicile des patients, donc avec la possibilité de mettre des majorations sur ces séances de soins ponctuels, majoration liée à l'âge, le dimanche et jour férié, la nuit si elle est médicalement justifiée. Merci Emma. Et qu'en est-il de l'accès direct? On en a beaucoup entendu parler. Peux-tu nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et surtout quelle est la rémunération qui est prévue? Alors oui, tout à fait, Aurélie, l'accès direct est une grande nouveauté de l'avenant 11 et comme vous voyez mon joli petit schéma, c'est pas très simple à comprendre. Alors, lors de l'accès direct, donc le patient peut venir directement à votre cabinet ou vous solliciter par téléphone pour que vous rendiez chez elle parce que c'est une personne qui est dépendante et qui ne peut pas venir à votre cabinet. À ce moment-là, on va pouvoir commencer selon notre évaluation, soit par un bilan IPA, donc on peut compter le PAI 3. À ce moment-là, c'est une seule fois par an par patient et par IPA. Ça reste toujours de mise. À l'issue de ce bilan, si c'est nécessaire, on va pouvoir facturer un soin ponctuel ou un forfait de suivi rapproché. C'est la même cotation, donc on peut effectivement passer sur un PAI 2.1 qui va pouvoir être coté deux fois maximum par semestre. Lorsqu'on a fait notre bilan,
ou lorsqu'on a fait notre suivi rapproché, on peut inverser. Alors, je vais recommencer pour que ce soit plus clair. Le bilan, on peut, à l'issue du bilan, faire un forfait de suivi rapproché. Et si on commence par un suivi rapproché, on peut faire un bilan. À la suite de cette prise en charge, on va passer sur un forfait de suivi qui va être comptabilisé PAI 5, qui va être comptabilisé une fois pour le premier semestre de prise en charge de ce patient en accès direct. Et par la suite, s'il faut continuer le suivi de la même façon que s'il avait été orienté par le médecin. La possibilité est aussi possible si on n'est que sur des consultations IPA, c'est de faire des PAI 2.1, maximum 4 par année civile, avec un mois entre chaque consultation, sans se faire aucun bilan IPA. Dès l'instant où on fait des actes supplémentaires par rapport à ces bilans, forfait de suivi rapproché, forfait de suivi, ce sera le code acte traceur 0,01 pour savoir où on en est pour pouvoir facturer la suite. J'espère que je ne me suis pas trop perdue dans les explications. Non, merci Emma, c'était très clair, mais c'est vrai que c'est un petit peu complexe, toutes ces notions. Nous allons maintenant voir les majorations. Y a-t-il des changements par rapport à l'avenant? Et voilà, je te laisse nous en parler. Alors effectivement, les majorations, c'est quand même important d'en parler parce que des fois, on ne sait plus trop où on en est entre les actes infirmiers, les actes IPA. Alors, en effet, les MIP, c'est la majoration liée à l'âge pour les enfants de moins de 7 ans. À partir de leurs 7 ans, c'est terminé. Et pour les personnes de plus de 80 ans, on va pouvoir la mettre sur n'importe quelle cotation, sur n'importe quel forfait IPA, donc forfait d'initiation, forfait de suivi, forfait de suivi rapproché ou les consultations qui sont les mêmes cotations, et le bilan IPA. À cela, on peut rajouter aussi l'IFI si le patient ne se déplace pas. À chaque passage IPA, évidemment, on va pouvoir compter le domicile par un IFI et plus ou moins les ICA. Effectivement, si on sort de l'agglomération du cabinet de l'IPA, on peut se compter les ICA avec la franchise de 1 km ou 2 km selon si on est en zone plaine ou en zone montagne. Vous en avez l'habitude. Par contre, petite notion, il y a une dérogation à l'article 13 des dispositions générales et il n'y a pas la règle du cabinet le plus proche concernant les ICA pour les IPA. Donc, dès l'instant où vous avez la nécessité d'aller chez un patient qui est en dehors de votre agglomération, qu'il y ait une IPA ou pas dans le secteur, vous pouvez compter les ICA, il n'y a aucun problème pour ça. Petite subtilité, il n'y a pas de majoration pour l'acte traceur, c'est juste une cotation pour dire attention, j'ai fait une consultation, je n'ai aucun forfait, je n'ai aucune majoration, mais je vais pouvoir compter des forfaits plus tard. Du coup, on oublie la cotation, la majoration, pardon, MIE pour les enfants de moins de 7 ans, puisqu'on a la MIP, la MAU, puisqu'on n'a pas d'acte unique, et la MCI, puisque la coordination est inscrite dans nos forfaits. Merci Emma pour ces explications sur les différentes majorations. Nous allons maintenant en venir au bilan prévention et à la vaccination faite par les IPA. Alors effectivement, comme les infirmières et les autres professionnels, on a cette possibilité de faire des bilans prévention qui va être valorisé à hauteur de 30 euros ou de 31,50 euros pour les personnes qui sont dans les départements et régions d'outre-mer. C'est le code acte RDI. C'est un bilan qui va être fait une fois par patient, par tranche d'âge, quel que soit l'effecteur, et qui est accessible à tous les professionnels qui souhaitent participer à ce bilan prévention en s'inscrivant sur votre espace infirmier sur amélie.fr. Vous allez dans l'onglet bilan prévention et dans l'onglet, dans l'item facturation, vous avez le lien pour vous inscrire directement. Vous avez la possibilité d'avoir une facturation de la vaccination en plus du bilan prévention. C'est la seule chose que vous allez pouvoir compter en plus. Il n'y a pas absolument aucun forfait IPA que vous pourrez prendre sur cette même journée. Et évidemment, la possibilité de se déplacer pour faire ce bilan prévention au domicile du patient s'il ne peut venir à votre cabinet. Juste petite parenthèse concernant la vaccination, un petit rappel certainement. Les actes de vaccination, on en a deux toujours. L'AMI 2,4 lorsqu'on a une vaccination, l'injection de la vaccination avec la prescription médicale de l'acte d'injection.
ou alors si l'injection du vaccin se fait sans prescription médicale, enfin si le vaccin n'est pas à prescription médicale obligatoire, donc typiquement le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la Covid. Lorsqu'on a un vaccin à prescription médicale obligatoire, que vous faites la prescription, à ce moment-là, vous allez pouvoir coter l'AMI 3,05. Attention, il y a la règle du cumul des actes avec l'article 11 bis lorsqu'on est au cabinet et il y a la dérogation lorsqu'on est à domicile. Dans l'avenant aussi, à l'article 5.13, on voit arriver la possibilité pour les infirmiers ou les IPA de s'approvisionner, de détenir des vaccins dans leur cabinet. Alors attention parce que cette solution peut être intéressante pour valoriser la vaccination dans le cabinet, mais il y a des conditions sur les modalités de conservation des vaccins avec un frigo qui doit être aux normes, qui doit être vérifié régulièrement sur les températures et concernant le nettoyage aussi. Donc, on va être dans l'attente de la connaissance de ces conditions-là pour pouvoir le faire. Je pense que ce sera sorti avant l'automne pour la campagne de vaccination antigrippale. Un petit rappel du coup du bilan prévention. Alors, le bilan prévention, il est accessible à toutes les personnes qui le souhaitent entre 18 et 25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans, 70-75 ans. Comme je le dis un petit peu à tout le monde, n'hésitez pas quand vous avez quelqu'un dans votre entourage, des patients, mais aussi des aidants ou des personnes de votre famille ou des amis, n'hésitez pas à leur parler de ce bilan prévention, de la possibilité de faire ce bilan prévention. La personne, l'usager, va aller sur son espace santé pour aller remplir l'auto-questionnaire, qui est un petit peu long, mais qui peut être fait en autonomie. S'il ne peut pas le faire et qu'il vient directement à votre cabinet, vous pouvez tout à fait le télécharger et le faire remplir au format papier. La personne prend rendez-vous avec le professionnel de son choix, médecin, pharmacien, sage-femme, infirmier ou IPA, du coup, et on va avoir un entretien pour rassembler les antécédents médicaux, les antécédents personnels, familiaux, les habitudes de vie, les comportements potentiellement à risque du patient. On va faire aussi des points sur la prévention, le repérage des maladies chroniques. On va aussi avoir la notion de parcours de santé, si le patient a déjà des maladies diagnostiquées. Et enfin, la priorité de santé publique actuellement, le bien-être mental et social. Selon l'âge, on va avoir des priorités dans notre entretien, évidemment. Ensuite, on va réaliser un examen clinique avec un examen physique, prise de constante. On peut réaliser aussi des soins techniques, peut-être une prise de tension. On peut faire une spirométrie, pourquoi pas un ECG, si vraiment il y a la nécessité à ce moment-là, mesure des IPS, pourquoi pas. Il s'agira surtout de trouver, de prioriser un ou deux sujets de prévention chez la personne et qu'elle-même puisse rédiger, va l'aider à rédiger son plan personnalisé de prévention pour que la personne puisse être acteur de sa santé et de sa prévention et qu'elle prenne des bons comportements le plus précocement possible. Le compte-rendu doit être fait, va être transmis au médecin traitant et aussi sur le DMP du patient si le DMP est ouvert évidemment avec la mise en évidence des priorités dans la prise en charge. Cette prise en charge peut découler, pourquoi pas, sur une prise en charge IPA par la suite, hein, avec la mise en avant de comportements à risque, pourquoi pas, de pathologie qui doit être diagnostiquée avec un parcours qui doit être mis en place. Merci Emma pour tous ces éléments sur la vaccination et sur le bilan de prévention. Nous en venons maintenant à une nouvelle notion également, l'infirmier référent. Peux-tu nous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste? Oui, effectivement. Alors, l'infirmier référent ou l'IPA référent, on en entend pas mal parler. Alors, il y a un petit peu, on entend un petit peu tout sur ce terme. Ce sont effectivement les assurés
ou les ayants droit de plus de 16 ans qui vont pouvoir désigner un infirmier ou un IPA référent, avec l'accord de ce professionnel bien sûr. Ce sont des personnes qui vont être en affection de longue durée et qui ont de ce fait un parcours un petit peu particulier, puisqu'il doit avoir un parcours tracé, doit voir le médecin traitant régulièrement, les spécialistes régulièrement, faire un suivi par des examens médicaux, de l'imagerie, des bilans sanguins réguliers, avoir une observance sur leur thérapeutique. Et pour cela, eh bien, le suivi parfois manque un petit peu. Il suffit parfois d'un professionnel qui annule un rendez-vous pour que le suivi soit complètement parte complètement en vrille, si je puis m'exprimer comme ça, et que le patient soit en rupture de parcours. L'idée, c'est qu'il y ait effectivement, alors avant, il y avait le médecin traitant qui était le référent. C'est vrai que le médecin traitant a de plus en plus de travail et du coup, l'infirmier référent, l'IPA référent peut être là en appui pour faciliter ce parcours et pour s'assurer de ce parcours. Alors les IPA, vous allez me dire, mais c'est exactement ce qu'on fait. Donc oui, effectivement, ça peut être une mission supplémentaire pour les IPA, puisque finalement, ça fait partie de toutes de nos compétences d'avoir l'œil avisé sur le suivi du patient concernant son parcours de maladie chronique. Un plan personnalisé de suivi peut être fait. Effectivement, on voit là noter des visites mensuelles qui sont réalisées par l'infirmier référent. Il peut effectivement y avoir un partage aussi par un infirmier, par deux infirmiers, un infirmier, un IPA, par rapport à ce parcours, et effectivement avoir une coordination entre ces différents professionnels, puisque la coordination, c'est vraiment la clé du parcours. Voilà. Par contre, petite notion, effectivement, c'est encore en situation de groupe de travail. Il y a des conclusions qui vont être présentées pour vraiment donner des précisions concernant cette compétence. Et à nouveau, une nouvelle mission qui nous arrive avec cet avenant 11, la délivrance du kit du cancer colorectal. Et oui, effectivement, il y avait quand même beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de choses dans cet avenant 11. Alors, vous avez vu arriver ces enveloppes bleues pour le dépistage du cancer colorectal. Donc, ce dépistage qui est organisé pour être en amont de problèmes qui pourraient arriver. Simplement par un test qui peut être fait très facilement par les patients. Alors, bon, c'est un petit peu compliqué pour les patients d'y adhérer. Il y a beaucoup de réticence et effectivement, le fait de pouvoir élargir ce dépistage organisé aux infirmiers et aux IPA, eh bien, ça permet d'avoir une meilleure adhérence à ce dépistage. Alors, l'enveloppe bleue, vous allez pouvoir la commander directement sur votre espace Amélie Pro. Peut-être que certains d'entre vous l'ont fait. Vous allez sur l'onglet commande, mais c'est commande quelque chose en plus. Vous commandez votre kit, vous avez un petit carton qui vous arrive dans les 15 jours après et du coup, vous allez pouvoir accompagner le patient pour pouvoir faire ce test. La rémunération prévue est de 3 euros ou 4,05 € pour les personnes qui sont dans les départements et régions d'outre-mer. Donc ça, c'est pour la délivrance de l'enveloppe. Vous allez pouvoir vous coter un acte RKD si le patient, c'est l'idée hein, que le patient réalise le test, il y aura 2 euros supplémentaires ou 3,05 € pour les personnes dans les départements et régions d'outre-mer à la réalisation du test. Donc, l'assurance maladie va quantifier le nombre de tests et en fonction de votre facturation, donc c'est important de le facturer, en fonction de votre facturation, l'année d'après, elle vous versera du coup l'ensemble du financement, l'ensemble de l'enveloppe numéro 2, on va dire, hein, sur ce dépistage du cancer colorectal. Pour rappel, ce dépistage est à faire tous les 2 ans pour les personnes qui ont entre 50 et 74 ans inclus. C'est à faire effectivement lorsqu'il n'y a pas de risque élevé ou très élevé, où là le patient va être pris en charge directement par un gastro-entérologue, ou alors s'il n'y a pas un examen, une coloscopie qui aurait été faite récemment, ou un test qui a été fait, un test précédent qui a été fait récemment. Donc il faut quand même s'assurer que le patient n'en ait pas fait plusieurs. Ça ne sert à rien d'en faire plus souvent si le test est négatif.
Dans cette enveloppe, il y aura un auto-questionnaire pour le patient que vous pouvez accompagner pour la réalisation de ce questionnaire. Et vous avez toutes les informations aussi qui sont dans cette enveloppe. Il sera important du coup de prévenir que vous ayez, d'informer la réalisation de ce kit, la remise de ce kit dans le DMP du patient. Merci Emma pour toutes ces informations. Merci. Donc, nous en arrivons à notre moment de questions-réponses. Je suis certaine que vous avez de nombreuses questions relatives à l'avenant 11 et au rôle des IPA. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat et nous essaierons d'y répondre pour la majorité. Alors, Est-ce qu'il y a des questions déjà? il y a une première question. Voilà, c'est Marina qui demande si le webinaire est enregistré. Oui, comme d'habitude, il y aura un replay sur la chaîne Orion. Il n'y a pas de problème. Faut-il obligatoirement attendre un mois entre deux facturations PAI 2.1, accès direct, suivi patient ponctuel ou que accès direct? En fait, j'ai deux questions différentes sur l'accès direct. Peut-être si tu peux le revenir dessus sur le diaporama et le Ah, réexpliquer. je peux effectivement. Alors, d'après ce que je comprends, est-ce qu'on doit attendre un mois? Alors, Faut-il obligatoirement attendre un mois entre deux facturations de PAI 2.1? alors voilà, et c'est la difficulté en fait. C'est que le PAI 2.1 va être un petit peu tracé, puisque vous voyez que le PAI 2.1, je reviens sur l'ensemble des DIA, vous l'avez dans le suivi PA, où là, il n'y a pas de notion d'un mois d'écart, puisque ben, c'est selon les consultations que vous faites. Euh, cette notion n'est connue en tout cas que dans les consultations IPA en tant que séance de soins ponctuels, si vous le souhaitez, dès lors où le patient est orienté par un médecin pour faire différents actes techniques. À ce moment-là, on doit avoir un mois minimum entre chaque séance. Lorsqu'on est dans l'accès direct, c'est le fait de balancer entre bilan et suivi rapproché, où là, à ce moment-là, on perd cette notion de minimum un mois entre chaque consultation. Si on s'en tient, je suis là dans la colonne, vous voyez pas mes doigts, mais dans la colonne orange à ma droite, si vous ne faites que des PAI 2.1, effectivement, vous êtes un maximum de 4 par année civile et il faudra un mois entre chaque consultation parce que vous êtes sur le côté soins ponctuels, en fait. Et alors, c'est un peu compliqué parce que c'est le même code acte, mais en fait, c'est le terme qui est différent. Il faut rester sur le terme suivi rapproché avec à la fois l'alternance entre le PAI 3 et le 2.1 et ensuite le PAI 5. Si on a le PAI 5, c'est qu'on est dans le suivi. On aura ensuite un code traceur PAI 0.01 pour ensuite avoir potentiellement nos deux PAI 2.1 à la suite si c'est nécessaire, si c'est réalisé. Et là, on perd Donc, la notion de durée entre les deux. Je ne sais donc, pas. si j'ai bien compris, Emma, en fait, c'est le même code HAT qui est utilisé dans deux schémas de soins différents. Tout va dépendre finalement dans quel schéma on se trouve et Hum. Et suivant le schéma, on va pouvoir utiliser le PAI de deux manières différentes. c'est ça exactement. Et c'est selon ce que vous avez facturé avant qu'on va pouvoir se dire, ah, on est dans telle situation, dans tel cas de figure ou dans tel autre. Dans le suivi, dans l'accès direct, donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de notion de un mois entre chaque consulte. Si on n'est que sur des consultations type soins ponctuels, où on n'a que des PAI 2,1, à ce moment-là, il faut attendre un mois entre chaque. D'accord. Merci beaucoup, Emma. Alors, y a-t-il d'autres questions? J'espère que nous avons répondu de manière claire, je pense. Oui, j'espère. C'est pas simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Donc, oui, nous avons une nouvelle question. Alors, si le patient vient en accès direct et que l'on se rend compte qu'on pourra le garder en tant que patient chronique, pourra-t-on quand même coter le PAI 6 après le PAI 3? Alors du coup, le PAI 6 va disparaître et non, ce sera le PAI 3 puis potentiellement, enfin, le PAI 3 plus le 2.1, et ensuite on va compter notre PAI 5. Donc le PAI 7 finalement sera remplacé par le 3 plus le 2.1, mais sur deux consultations différentes.
Effectivement, dès l'instant où on n'est pas dans une orientation de forfait suivi, une orientation par un médecin qui demande un suivi, à ce moment-là, on perd notre PAI 7. Donc, Merci effectivement, beaucoup, Emma. il n'y a pas de quoi. Donc effectivement, on a peut-être moins financièrement, mais on peut récupérer plus de patients puisqu'on n'est pas limité à l'accès par le médecin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui sont en grande difficulté parce que ben, l'orientation est complexe hein, pour arriver jusqu'à nous. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, profitez-en. Donc, c'est qu'a priori, j'ai été claire. C'est vrai que c'est un petit peu complexe, hein, Ouais. Ouais, ouais, mais après, oui, très clair. On nous le confirme. c'est gentil, merci. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions? Ah, alors, c'est une troisième question de Marina à nouveau. Donc, elle nous dit, si elle a bien compris, donc PAI 7, puis ensuite PAI 5, et la troisième obligatoirement, du coup, PAI 0,000.1. Exactement. Exactement. Effectivement, si on fait par exemple, bon, moi ça m'arrive, hein, j'ai une consultation d'initiation, souvent je revois le patient parfois dans un petit mois derrière, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Souvent, c'est des diagnostics de diabète. Hein. Donc, comme vous le savez, bah, il faut voilà, voir quand même beaucoup, beaucoup de choses au tout début. Donc, je revois le patient une deuxième fois rapidement. Et si on s'en tient là pour les facturations sur le semestre, il manque beaucoup de consultations. Effectivement, avec l'avenant 11, le fait de faire PAI 7 ou 5 si on est dans le suivi, plus PAI 5, plus une consultation compère et ensuite les deux, ben, on arrive à facturer pratiquement l'ensemble des consultations qu'on a dans le semestre au final. Donc c'est plutôt valorisant quand même. Même si bah, il y a malgré tout des consultations qui sont à zéro. Mais on a Oui. Et une valorisation, j'y pensais pas, une valorisation de la consultation d'initiation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. du coup, Marina nous dit, et du coup, la quatrième consultation est en 2 points, hein. Oui, c'est ce que C'est je me disais, ça, hein. 2 points pour exactement. la quatrième et pour la cinquième consultation. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois qu'on verra le patient, parce que c'est pas tout de suite, il faudra vraiment facturer systématiquement. Mm. Et oui, sans facturation de l'acte traceur, même si pécuniairement, il apporte rien, il n'y a forcément pas de possibilité de coter les deux C'est ça. consultations suivantes. Ce sera un rejet du coup, enfin, parce que la caisse, elle ne comprendra pas que c'est la quatrième consultation, elle la prendra comme la troisième. Mm. Effectivement. Alors, l'accès direct est-il uniquement en exercice coordonné? Alors du coup, l'accès direct a été élargi à l'ensemble des IPA pour pouvoir répondre à la demande des patients. Néanmoins, il est quand même préférable, puisque vous savez que l'IPA ne travaille pas de façon isolée, il est quand même préférable de se rapprocher de l'exercice isolé pour pouvoir, de l'exercice coordonné, pardon, pour pouvoir travailler et bah, avoir les ressources nécessaires. Surtout que bah, l'accès direct, si le patient vient, c'est probablement qu'il n'a pas ou n'a plus de médecin traitant. Donc l'idée, ce sera effectivement de refaire du lien et d'avoir un médecin traitant, de faciliter à à l'accès au médecin traitant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, oui, il y a Marina qui nous dit qu'elle pense de toute façon que l'IPA doit travailler en collaboration. Tout à Elle ne fait. travaille pas de manière isolée.
Tout à fait, c'est essentiel. Avez-vous d'autres questions? Donc, on a fait quand même un petit tour de toutes ces nouvelles cotations pour les IPA. C'est ça. Je pense qu'on arrive un petit peu au bout. Hop. Tout à fait. Bien, nous vous remercions tous et toutes pour votre présence à ce webinaire sur les IPA et les nouvelles cotations liées à l'avenant 11. Vous pouvez revisionner ce webinaire sur la chaîne Orion Santé sur YouTube, mais également sur les autres réseaux sociaux. Pensez également à écouter nos podcasts et nous vous souhaitons voilà, une bonne soirée et à très bientôt pour nos prochains webinaires. Bonne soirée, Emma. Merci beaucoup. Bonne soirée Aurélie, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt, au revoir.